Jean-Emmanuel Pondi, qui nous vient du Cameroun, où il est recteur à l'université Yaoundé 2, et où il enseigne les relations internationales et les sciences politiques. Ainsi, il va nous parler, n'est-ce pas, des États-Unis d'Afrique, quelle démarche pour y arriver. Professeur, vous avez la parole. Mama Batata Bandeko. Bote Nabino. Excellences, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chères étudiantes, très chers étudiants, Monsieur le Président du collectif pour les États-Unis d'Afrique, Révérend Emmanuel Lukusa, Professeur Théophile Obenga, distingués collègues, mesdames, messieurs. Comme il est de coutume, je voudrais vous assurer que je ne serai pas long. Le thème qui m'a été alloué, c'est États-Unis d'Afrique, quelle démarche pour y arriver? En d'autres termes, quelle piste faut-il choisir pour atteindre nos objectifs? Comme j'ai dit que je ne serai pas long, je ferai tout pour respecter ma parole. Je voudrais donc vous proposer un itinéraire dans cette marche qui a 4 points et 4 points seulement. Le premier point, c'est la conscientisation des peuples d'Afrique, leur réveil, leur remobilisation vers la notion d'unité continentale et de panafricanisme. Pour quelles raisons devons-nous être l'avocat de cette approche? Le deuxième point, deuxième point de la marche, ce sera d'être l'avocat de l'instauration d'une langue transnationale africaine. Nous ne pouvons pas parler d'intégration du continent en utilisant les 3000 langues seulement, ou en nous réfugiant dans les langues dites officielles, c'est-à-dire celles que nous avons apprises à la chicotte. Troisième point, ce sera de plaider pour l'ouverture pour l'Afrique des grandes cases culturelles africaines à travers le monde pour satisfaire ce qu'en diplomatie on appelle le principe de réciprocité. En effet, en Afrique, nous avons beaucoup de structures culturelles, mais nous n'avons pas leur équivalent africaine dans le monde et dans les pays qui se trouvent ici, chez nous, avec ces structures. Et enfin, nous allons proposer que nous considérions la crise de la Covid-19 comme une opportunité pour l'Afrique de se réorganiser enfin, de se restructurer enfin et de devenir le cœur et le moteur de son propre développement, comme le font l'Amérique, comme le font l'Europe, comme le font l'Asie. Nous ne demandons donc pas quelque chose d'extraordinaire. Nous demandons tout simplement que soit appliqué à l'Afrique par les Africains ce qui se fait tout naturellement partout ailleurs. Pourquoi devient-il un problème quand les Africains disent que l'extraordinaire richesse de l'Afrique doit d'abord profiter aux habitants de l'Afrique? N'est-ce pas ce qui se fait partout ailleurs dans le monde? Je vais donc recommencer le premier point rapidement. La conscientisation des peuples africains par rapport à leur continent et par rapport au concept de l'Afrique. On a dit tout à l'heure qu'on a essayé de minorer le rôle de l'Afrique. La colonisation ne peut pas avoir lieu sans qu'on nous ait vidé de notre substance et de notre essence. Pour qu'on puisse nous dominer, il faut qu'on arrive à nous convaincre, et malheureusement c'est déjà bien fait, que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien et que nous ne pouvons rien atteindre par nous-mêmes et pour nous-mêmes.
Je dis malheureusement, ce travail a été très bien fait parce que depuis 35 ans que j'enseigne à travers le monde, que je parle de l'Afrique, mes premiers contradicteurs, mesdames et messieurs, quand je parle d'une Afrique digne, debout, fière et autonome, mes premiers contradicteurs, disais-je, sont d'abord les Africains qui se lèvent pour dire, mes professeurs, tout ce que vous dites là est impossible. Vous êtes un doux rêveur et rien d'autre. Donc, il faut que nous conscientisons les Africains parce que la plus grande des maladies n'est pas le paludisme, n'est pas le VIH, n'est pas la poliomyélite et autres. Ce sont des maladies importantes, ni le Covid-19. La plus grande des maladies, je suggère, c'est l'ignorance. Et la plus grande des ignorances, c'est l'ignorance de soi-même. Tout à l'heure, on a dit que le Congo était le cœur de l'Afrique. Si l'Afrique veut avancer, le Congo doit bien se porter et être bien disposé par rapport au panafricanisme et à l'intégration continentale. Moi, je dis que quand on regarde l'histoire du Congo, malgré tous les déboires, malgré tous les problèmes, malgré tous les conflits, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose ici d'exceptionnel. Et je m'en vais vous montrer avec quelques exemples que le Congo, comme l'Afrique, sont la puissance culturelle mondiale de premier plan, une puissance culturelle mondiale de premier plan. Pourquoi avancer une pareille affirmation? Il convient de rappeler que quand on vient dans l'histoire des Nations Unies, on s'aperçoit bien que l'une des premières tragédies des Nations Unies sera la perte du secrétaire général Dag Hammarskjöld, non loin de la frontière congolaise entre le Congo et la Zambie. On voit aussi que sur le plan culturel, le Congo s'est toujours positionné comme étant une terre de transition des cultures, un centre névralgique de création infinie. Je vais vous donner quelques exemples. La chanson Indépendance Tcha-Tcha, que nous connaissons tous, a été utilisée par tous les pays africains pour célébrer leur indépendance. Tous. Il n'y a pas un qui ne l'ait pas fait. Ça veut donc dire que la créativité venue d'ici a pu insuffler et irriguer l'ensemble des pays au plus haut moment de leur joie. Ça venait d'ici. Manu Dibango, que vous connaissez, a commencé sa carrière ici à Léopoldville. Il a fait un morceau qui s'appelle Twist à Léo. Et avant de mourir, il disait à qui voulait l'entendre que sa classe et ses classes ont été faites ici. C'est lui, Manu Dibango, qui en 1972 va donc faire le premier disque d'or africain aux États-Unis avec Soul Makossa. S'il n'avait pas été ici, je ne pense pas qu'il aurait eu les fondamentaux de la musique que nous lui connaissons et avec lesquels il a irrigué la planète. 1974, j'étais au Zaïre de l'époque. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'entre 1972 et 1977, j'étais bel et bien à Kinlabel. Et beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, c'est possible, mais nous étions là. Et nous avons assisté à la grande confrontation Mohamed Ali, George Frazier, qui a eu lieu au stade Tata Raphaël et qui a drainé des milliards de téléspectateurs à travers le monde.
c'était bien le centre du monde à ce moment-là. Nous pouvons dire que le Congo comme l'Afrique sont des puissances qui s'ignorent et quelque part qui ne veulent pas toujours assumer la place et le rôle de puissance qui est une place éminente. Si vous prenez Hollywood, la machine à produire des films aux États-Unis, et qu'on vous demande quel est le film qui a eu la plus grande rentrée dans l'histoire, ce qu'on appelle le box-office, l'histoire des rentrées financières aux États-Unis, depuis la création de Hollywood, eh bien, ne soyez pas surpris d'apprendre que ce film est un film d'inspiration africaine, Le Roi Lion. Le Roi Lion, dont le héros principal s'appelle Simba. Je crois que ça vous dit quelque chose. Donc, il faut comprendre que, contrairement à tout ce qu'on nous dit, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'Afrique et la culture africaine sont bel et bien au centre du fonctionnement du monde. Et ce n'est pas Picasso. Ce n'est pas Picasso considéré par les Occidentaux comme leur plus grand peintre qui va nous nier, puisque son style de peinture a été bien sûr pris à partir de l'Afrique. Et quand on regarde l'école de peinture du Congo, il y a de fortes suspicions que ce soit pris à partir d'ici. Alors quand on a tout ceci, comment et pourquoi allons-nous continuer à jouer toujours à l'auto-flagellation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc sortir de cette posture mentale qui consiste à croire que rien de bon ne peut sortir d'Afrique, alors que le monde entier, pour pouvoir vivre, a besoin des ressources africaines. La problématique centrale pour nous est comment transformer les ressources africaines en richesses africaines, c'est-à-dire richesses pour les peuples d'Afrique. Et l'une des seules manières de le faire, c'est de mettre ensemble nos énergies, notre savoir-faire et notre richesse. Je vais vous donner une dernière statistique sur ce plan, en termes de connaissances, parce qu'il faut qu'on connaisse bien notre continent. On parle toujours de famine en Afrique. Malheureusement, c'est parce que nous sommes mal organisés. Il y a 800 millions d'hectares de terres cultivables aujourd'hui en Afrique qui ne sont pas cultivées, qui sont en jachère. Je répète, 800 millions d'hectares. Or, cette même Afrique importe du riz, des pâtes et je ne sais pas quoi d'autre pour 50 milliards de dollars chaque année. Comment comprendre cela? Si ce n'est notre esprit extraverti, rivé sur l'extérieur, pensant à tort que le salut de l'Afrique viendra de l'extérieur, ce qui ne peut pas se faire. Il n'y a aucune communauté au monde qui va travailler pour le salut d'une autre de manière philanthropique. Ça n'existe pas. En tant qu'analyste des relations internationales, si j'ai appris une chose, c'est que la philanthropie, le bon cœur et le bon samaritanisme n'existent pas en relations internationales. Il n'y a que quelques Africains qui persistent à croire en cela. Donc, il est important, mesdames et messieurs, de nous mobiliser pour connaître quelle est la vraie Afrique, quels sont nos potentiels, quelles sont par conséquent nos marges de manœuvre pour nous en sortir. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, parce que qui de raisonnable peut quitter son pays pour aller habiter 5 siècles sur un autre continent s'il n'y a rien dans ce continent? Ce n'est pas pensable. Or, c'est bien le cas. Maintenant, la deuxième marche que je vous ai annoncée, c'est celle de savoir
tout simplement, comment est-ce que l'intégration continentale peut-elle se faire dans une cacophonie linguistique caractérisée? Les pays africains ont chacun à l'intérieur d'eux-mêmes leur langue. Et c'est une bonne chose. Nos langues sont nos richesses. Nous devons arrêter de dire, comme on l'entend souvent, ma grand-mère au village est illettrée. Pourquoi? Parce qu'elle parle le Chiluba, parce qu'elle parle le Kikongo, parce qu'elle parle le Peul. Non, votre grand-mère n'est pas illettrée du tout. Elle est lettrée dans la civilisation qu'il a vu naître et elle est peut-être un savant dans cette civilisation, ce que vous n'êtes pas dans la civilisation que vous prétendez maîtriser. Nous devons donc arrêter d'utiliser ce genre de termes qui n'ont pas de sens. Ce qu'il faut justifier, c'est pourquoi nous ne parlons pas nos langues. Mais ce n'est pas pourquoi nous parlons nos langues. Ne renversons pas la logique. Donc, les langues sont cruciales. Parce que comme le dit Ngugi wa Thiong'o, spécialiste kényan, homme de lettres, il dit clairement que les langues ne sont pas seulement un vecteur de communication. Ce sont des transmetteurs de civilisation. Celles et ceux qui veulent vous dominer vont d'abord s'assurer que vous éteignez votre langue, c'est-à-dire votre essence personnelle, votre culture personnelle, et que vous adoptiez la leur qu'ils vont sublimer comme étant quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, ça a beaucoup réussi. Parce qu'on voit bien des Africains, non seulement qui ne connaissent pas leur langue, mais pire encore, sont fiers de dire qu'ils ne connaissent pas leur langue. C'est une catastrophe. Donc, nous proposons que une langue transafricaine soit restaurée, instaurée à travers tout le continent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, car dès 1948, Cheikh Anta Diop écrivait déjà à ce propos et nous montrait l'importance d'une langue transafricaine. Je pense qu'il est absolument crucial pour nous de savoir que, en instaurant une langue, et il a proposé le Kiswahili, en instaurant une langue, nous allons ouvrir l'Afrique aux Africains. Vous allez être capable d'investir du Caire au Cap et de Dakar à Mombasa. Vous n'aurez plus peur de la barrière linguistique. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir vous déplacer en touriste partout. Découvrir enfin ce qu'est l'Afrique et non pas ce que quelques aventuriers commerçants se trouvant en Afrique ont décrit à tort et que nous avons pris pour être l'Afrique. Cheikh Anta Diop, dans son ouvrage intitulé « Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique », publié en 1967 aux éditions Présence africaine, dit ceci à propos de l'adoption d'une langue transafricaine. Je cite, « Quoi qu'il en soit, c'est une langue bantoue de l'Afrique de l'Est, le Swahili, qui a le plus de chances de devenir demain pour l'Afrique noire, unifiée, une langue de gouvernement et une langue de culture. » Fin de citation. Donc, il va dire pourquoi, mais nous n'avons pas tout le temps de le faire ici. D'abord, le Kiswahili, c'est 60% de structure bantou, 40% de structure arabe, etc. Mais, en tout état de cause, voilà la proposition. Cette proposition va nous libérer, parce qu'elle va permettre à tous les Africains d'être en phase. Il ne s'agit pas ici, je termine par là, sur ce point, il ne s'agit pas ici de dire qu'on doit abandonner toutes les autres langues que nous connaissons. Pas du tout. Il s'agit de dire que nous allons nous plier à un exercice d'addition et non de soustraction.
Si vous parlez déjà 11 langues officielles, comme c'est le cas de la République d'Afrique du Sud, ils ont 11 langues officielles, eh bien on va en rajouter une 12e, qui sera donc le Kiswahili. Au Cameroun, nous avons le français et l'anglais. En tout cas, notre constitution dit même l'anglais et le français. Et on va en rajouter une 3e, tout simplement. Montrez-moi, mesdames et messieurs, un Africain qui soit unilingue. Si vous en avez un à côté de vous, montrez-le-moi. C'est-à-dire qu'il ne parle qu'une seule langue. C'est suffisamment rare, c'est un objet rare, non identifié. Donc, nous sommes habitués, de par notre culture, de par notre histoire, à manipuler au moins 2 ou 3 langues, chacun et chacune d'entre nous. D'où vient-il donc que les mêmes personnes qui vont apprendre des langues asiatiques, des langues d'Afrique, d'Europe de l'Est, des langues de je ne sais pas de quelle partie du monde, vont les apprendre rapidement, dès lors qu'on leur dit qu'il y aura un visa au bout du processus? D'où vient-il donc que ces mêmes personnes se rebellent contre l'apprentissage d'une langue africaine? La seule raison, c'est l'attitude négative que nous avons nous-mêmes vis-à-vis de notre continent. Il faut donc dépasser cela, adopter une langue africaine. Dans notre cursus, dans nos curriculums, dans nos curricula, on va donc avoir une langue morte africaine, qui est donc l'égyptien ancien, bien sûr, la source des humanités, la base des humanités africaines. Notre base des humanités ne peut pas être grecque ni Rome, en aucun cas et en aucune manière. Donc, notre base des humanités africaines, naturellement, c'est l'Égypte. Et donc, l'autre partie, la langue vivante, serait le Swahili. Troisième point dont nous avons parlé au début, en présentant notre déroulé, c'est la création des facultés de médecine africaine et de pharmacie africaine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au lieu de continuer à nous lamenter sur la tragédie du coronavirus, nous devons nous réjouir, non pas du nombre de morts qu'elle a causé en Afrique ou ailleurs, mais de l'opportunité que nous offre le coronavirus de rester enfin entre nous et de nous réorganiser. Nous devons prendre l'impossibilité de quitter nos terres africaines pour aller en Occident ou en Orient comme une extraordinaire chance. Mais notre esprit est-il à la hauteur de notre défi? Voilà la question. Voici une opportunité pour nous de revenir à notre médecine ancestrale qui, depuis plus de 400 000 ans, a soigné nos aïeux, nos arrière-arrière-arrière-aïeux. Arrêtons de parler de folklore. Ce n'est pas un folklore. Il y a des charlatans parmi des médecins traditionnels africains, incontestablement. Mais la médecine en tant que science des plantes naturelles est quelque chose d'extrêmement sérieux, de probant et d'efficace. Nous proposons qu'un État fédéral africain puisse prendre en charge cet aspect pour restructurer ce domaine et pour faire en sorte que ce qui s'est passé en 2020, qui a montré un triomphe de l'Afrique, quelque part, soit maintenant systématisé pour les prochaines vagues et que nous soyons en mesure de répondre en nos propres termes. Enfin, je voudrais terminer, quand on parle des différentes marches, différents aspects, des différents arrêts dans la marche, pour parler d'un aspect assez inquiétant et assez curieux. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons dans Kinshasa des centres culturels
des pays venus d'ailleurs. Nous connaissons tous ces centres culturels, le Goethe Institute, l'Institut français, le British Council et tout cela. Très bien. Et l'Institut Confucius, naturellement. Comment se fait-il que ces centres se retrouvent dans pratiquement tous les pays d'Afrique? Ce qui n'est pas mauvais. Nous sommes ouverts aux cultures mondiales, mais à condition qu'elle n'ait pas comme intention d'obérer nos propres cultures ou alors de les narguer. Comment se fait-il, disais-je, que quand vous allez à Beijing ou à Berlin ou à Paris ou à Madrid, j'ai oublié les centres Cervantes, vous ne trouvez aucune maison de culture africaine. Or, la règle la plus simple de la diplomatie, c'est le principe de la réciprocité. Nous devrions donc avoir, dans toutes ces contrées, des grandes cases de culture africaine où nous faisons circuler nos artistes, nos peintres, nos musiciens, nos créateurs, nos écrivains à travers le monde. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? C'est parce que l'image que nous avons de nous-mêmes ne nous permet pas de franchir ce cap. Et nous n'osons pas poser cette requête qui est pourtant légitime, normale et compréhensible. Donc nous proposons que cette étape soit franchie et que nous demandions que dans un pays comme la Chine, dans toutes les régions de Chine, il y ait des grandes cases de culture africaine où nous allons désormais leur montrer autre chose qu'une Afrique famélique qui demande soi-disant de l'argent constamment. Un continent si riche qui depuis 5 siècles nourrit la terre entière, a contribué à construire tous les autres continents, ne peut pas continuer à être dans l'état dans lequel nous le voyons. Personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Personne. Aucun Martien ne quittera Mars pour venir le faire. Et de continuer à croire que la responsabilité des autres, sous couvert de soi-disant aide, est de nous aider à nous construire et de se bercer d'une grave et dangereuse illusion. Seuls nous les Africains, unis comme nous l'étions avant le 14 novembre 1884, la carte de l'Afrique n'était pas celle qu'on voit aujourd'hui. Avant cette date-là, nous étions bel et bien unis. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de problème en Afrique avant, il y en avait. Il y avait des antagonismes, il y avait des guerres. Mais c'était des guerres fraternelles qui se terminaient toujours par des ententes, par des palabres sous l'arbre et selon notre coutume, où on oublie, où on cherche la restitution de l'harmonie sociétale et non pas, comme dans le droit occidental, qui a gagné et qui a perdu, et celui qui a gagné prend tout, rafle tout, et celui qui a perdu n'a rien. Ce n'est pas notre logique. Et les guerres qui perdurent sont en grande partie dues à cette logique dite du droit positif. Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs, et je souhaite à nous tous de nous engager, pas comme des spectateurs, mais comme des acteurs conscients que la solution du problème africain est une solution collective. Nous avons déjà aujourd'hui tout ce qu'il faut. Je termine avec une statistique. Quand on prend tous les PIB, produits intérieurs bruts, mélangés de tous les pays d'Afrique, ça vous donne en 2020 2 milliards 849 millions de dollars, faisant de l'Afrique aujourd'hui la 6e puissance économique du monde. Je dis aujourd'hui, je n'ai pas dit dans 100 ans. Oui, et ça passe juste après l'Allemagne, avant le Canada qui a 1 milliard 763 millions, avant
Bon, il y a encore d'autres, hein, ce n'est pas la peine de vous donner tous ces chiffres, mais sachez qu'il suffit qu'on comprenne enfin que nous devons nous mettre ensemble, mais que ça sera un chemin difficile, puisque cette mise ensemble veut dire qu'on va sevrer les autres, dont c'est le travail et le fonds de commerce de nous exploiter ad vitam aeternam. Je vous remercie. Nkosi Sikelele Africa. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique.